Alors pour terminer le chapitre sur la dimension politique de la guerre, il faut dire un mot d'une forme de guerre particulière, le terrorisme islamiste. Pour commencer, il faut s'entendre sur certaines définitions. Qu'est-ce qu'on appelle le terrorisme? Le terrorisme, c'est une forme de lutte qui existe depuis très longtemps, mais qui se développe particulièrement depuis une trentaine d'années. On trouve du terrorisme dans toutes les tendances politiques. Il y a un terrorisme d'extrême droite, par exemple, qui a touché en 2019 la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 morts, qui a touché la Norvège avec la tuerie d'Utøya en 2011, qui a fait 77 morts, ou qui a touché la ville d'Oklahoma City aux États-Unis en 1995 et qui a fait 168 morts. Il y a un terrorisme hindou contre des mosquées, par exemple en Inde, en 2006 et en 2007. Il y a un terrorisme nationaliste. L'exemple le plus connu, c'est l'ETA au Pays Basque, par exemple, qui dans les années 70-80 a tué des centaines de personnes. Ici, on va parler d'un terrorisme particulier qui est le terrorisme islamiste. Définition qui est celle de la notion d'islamisme. Ce qu'on appelle l'islamisme, en fait, c'est une orientation politique qui accorde une place centrale à l'islam, à la religion musulmane. L'islamisme, il a été révélé au monde, on en a pris conscience en 1979, à l'occasion de la révolution islamique. La révolution islamique en Iran, ça a été une révélation parce que c'était une révolution fondamentalement anti-américaine, mais elle était en même temps anticommuniste. Et alors, à une époque où on avait le sentiment que tous les conflits du monde étaient organisés par l'opposition entre États-Unis et URSS, une révolution à la fois anti-américaine et anticommuniste, ça ne rentrait pas dans les cadres habituels. Depuis, on s'est rendu compte que c'était un mouvement très profond et les mouvements islamistes sont devenus des forces politiques dans de nombreux pays, sous des formes radicales. Par exemple, les talibans en Afghanistan, sous des formes très radicales aussi à travers l'organisation terroriste Boko Haram au Nigeria, mais sous des formes plus modérées aussi, comme le parti de Erdogan, le président de la Turquie depuis 2014, ou le parti Enarda en Turquie, qu'on présente toujours comme un parti islamiste modéré, et dont le chef a d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix après le mouvement révolutionnaire qu'on a appelé les printemps arabes en 2011. L'islamisme, c'est une dynamique très importante et une dynamique qui est souvent radicale. Il y a un islamisme modéré, mais l'islamisme radical est extrêmement dynamique. La religion musulmane et l'identité islamique est souvent mise en avant par les peuples qui contestent l'ordre imposé par l'Occident, qui contestent la culture occidentale. Et c'était le cas, par exemple, en Iran en 1979, justement, c'est pour ça que cette révolution était aussi anti-américaine. C'est le cas aussi, par exemple, en Palestine, aujourd'hui, où certains voient dans l'État d'Israël une sorte de poste avancé de l'Occident et contestent cette présence qu'ils considèrent comme occidentale au Moyen-Orient. Et l'islam est devenu en fait un élément fédérateur de nombreuses luttes, de nombreuses contestations, de nombreux peuples. Et c'est ainsi que se développe un islamisme intolérant, un islamisme qu'on dit radical, pour qui le terrorisme en fait peut être une méthode pertinente. Évidemment, ce n'est pas le cas pour l'islamisme modéré. Mais la dynamique étant très forte dans l'islamisme radical, eh bien, il y a un terrorisme islamiste qui se développe. Ce terrorisme islamiste, il est devenu très actif dans le monde d'aujourd'hui. L'événement emblématique, évidemment, c'est les attentats du 11 septembre 2001 sur New York, comme on le voit ici, mais aussi sur Washington, puisque 2 avions avaient été envoyés sur le World Trade Center à New York, mais aussi un autre avion sur le Pentagone à Washington, qui est le siège de la défense aux États-Unis, et un 4e qui finalement s'est écrasé en Pennsylvanie, mais qui était envoyé sur la Maison-Blanche, la résidence du président aux États-Unis. Donc c'est un événement qui illustre très bien la dynamique du terrorisme islamiste. Et
le terrorisme islamiste, s'il nous intéresse ici, c'est parce que c'est en fait une excellente illustration des difficultés qu'on a à penser les guerres du XXIe siècle. Et donc on va montrer en quoi le terrorisme islamiste pose un peu toutes les questions qui se posent à travers ces guerres de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Tout d'abord, les guerres du terrorisme islamiste sont des guerres absolues. Et on l'a vu, c'est le cas de la plupart des guerres de ce début du XXIe siècle, puisque à partir du moment en fait où le terrorisme islamiste est impliqué dans une guerre, eh bien il en fait une guerre absolue. Il en fait une guerre absolue parce que le terrorisme islamiste, c'est d'abord un combat idéologique. En fait, le projet des islamistes radicaux, c'est de créer une société organisée selon les principes de l'islam, c'est-à-dire obéissant à la loi islamique telle qu'elle est consignée dans le Coran, le livre sacré de l'islam, et cette loi islamique consignée dans le Coran, on l'appelle la charia. On veut une société basée sur la charia. Et alors, dans cette perspective, comment considère-t-on les non-musulmans ? Les non-musulmans, fondamentalement, pour les islamistes radicaux, sont considérés comme des ennemis. En fait, les islamistes radicaux reprennent un principe qui est précisé, qui est développé dans le Coran, qu'on appelle le djihad. Le djihad, c'est un principe qui prône le combat pour la foi. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. Certains musulmans disent que c'est un combat qui est intérieur, un combat qu'on doit mener contre soi-même pour défendre la foi et pour essayer de s'élever spirituellement. Mais on peut aussi en faire une interprétation violente, et c'est vrai que tel que c'est dit dans le Coran, en le prenant à la lettre, eh bien on parle de combat contre les infidèles. Donc le djihad serait un combat militaire, un combat violent contre les non-musulmans. Alors cette interprétation du djihad, on appelle ça le djihadisme, cette idée qu'il faut absolument combattre, que le devoir d'un musulman, c'est de combattre les non-musulmans par la violence physique. Les musulmans utilisent d'ailleurs là-dessus, enfin les islamistes utilisent là-dessus un argument historique. Ils rappellent que les chrétiens ont eux-mêmes combattu l'islam par le passé. Au Moyen-Âge, c'est ce qu'on a appelé les croisades. Et d'ailleurs, beaucoup d'islamistes radicaux appellent les chrétiens des croisés. Ils disent qu'ils ne font que prendre leur revanche sur les croisades ou même se défendre contre les croisés. Cela dit, le terrorisme islamiste n'attaque pas seulement les non-musulmans. Si on regarde la carte des attentats de Daesh et d'Al-Qaïda depuis les années 2000, on se rend compte que beaucoup d'attentats extrêmement violents, et même la majorité de ces attentats, ont été commis contre des États musulmans, dans des États musulmans, que ce soit en Indonésie, les attentats de Bali, au Maroc, en Tunisie, en Turquie. Il y a des attentats islamistes contre des pays musulmans. En fait, ce sont des islamistes radicaux qui considèrent que ces pays musulmans ne se conforment pas assez au modèle que défendent les islamistes radicaux, ou bien que ces pays musulmans trahissent l'idéal islamiste parce qu'ils seraient trop proches des pays occidentaux, ils seraient alliés aux États-Unis ou ils auraient trop de relations avec l'Europe. En fait, derrière ce combat, on comprend que c'est un combat qui n'admet pas le compromis. C'est un combat qui ne vise qu'une seule chose, et bien c'est l'anéantissement, tout simplement. L'anéantissement des non-musulmans, il faut les convertir. Alors il y en a qui le disaient très bien, par exemple dans les années 90, il y a eu une vague d'attentats en Algérie qui était menée par ce qu'on appelait à l'époque les GIA. Les GIA, c'était les groupes islamiques armés. Et les GIA avaient annoncé nous allons développer nos attentats en France, nous en avons déjà fait beaucoup en Algérie, nous allons poursuivre sur le sol de la France, tant que le président Chirac, c'était Jacques Chirac qui était président à l'époque, tant que le président Chirac ne se sera pas converti à l'islam. Donc voilà, pour les GIA, soit on est musulman, soit on doit mourir. Cette volonté d'anéantissement mène logiquement à une violence
extrême. Cette violence est extrême parce qu'elle choisit en priorité des cibles civiles. Alors, comment justifie-t-on le massacre de civils quand on est un terroriste islamiste? Eh bien, très souvent, les terroristes islamistes expliquent qu'à partir du moment où ils ne sont pas musulmans, eh bien, ce sont forcément des ennemis. Donc, les musulmans ne font que combattre des ennemis. Au fond, c'est une guerre. Et donc, ça serait tout à fait normal selon ce principe. Alors, ça a été pas mal développé, cet argument, dans les revendications des attentats de Madrid. Un attentat organisé par Al-Qaïda en mars 2004 sur des trains, avec des bombes dans des trains de banlieue un matin à l'heure de pointe. Ça a fait 200 morts. Et l'argumentaire qui a été développé dans la revendication faite par Al-Qaïda quelques jours plus tard, c'était de dire qu'en fait les Espagnols sont des croisés. Ah bah oui, parce qu'on se rappelle, et là il y a des allusions dans le texte de la revendication, on rappelle que les Espagnols, au Moyen-Âge, avaient reconquis leur pays sur les musulmans, avaient chassé les musulmans d'Espagne, donc en fait on ne fait que on ne fait que régler de vieux comptes, comme c'est dit dans le texte de la revendication d'Al-Qaïda, on ne fait que régler de vieux comptes avec l'Espagne croisée. Les Espagnols sont tous des croisés, donc ce ne sont que des soi-disant civils, ce ne sont pas de vrais civils. À partir du moment où ce sont des Espagnols, eh bien ce sont forcément des combattants contre l'islam. Voilà l'argumentaire qui a été développé au moment des attentats de Madrid. Alors, ce sont des attaques qui sont toujours spectaculaires. On le voit ici avec les attentats de Madrid, par exemple. On le voit à d'autres occasions, lorsque donc ce sont comme ici des attentats à la bombe, ou alors des attentats sur des touristes, par exemple à Luxor en Égypte, devant les temples de Luxor, un car entier de touristes, 62 touristes belges et allemands, qui ont été fusillés par des terroristes sur les marches du temple de Luxor. Donc des attentats très spectaculaires où on utilise des armes qui peuvent être extrêmement dangereuses. Bien évidemment, la Kalachnikov, comme on l'a vu au Bataclan en 2015 en France, comme on l'a vu à Luxor, mais aussi des armes par destination, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas des armes, mais qui peuvent devenir des armes, comme des avions par exemple. Un avion n'est pas une arme. Eh bien, on a utilisé des avions le 11 septembre 2001, et on a utilisé aussi un camion à Nice le 14 juillet 2016 pour foncer sur la foule qui s'était réunie le 14 juillet pour admirer le feu d'artifice. Donc on voit ici bien évidemment l'extrême violence, parce que le but, c'est bien entendu de faire le plus grand nombre de victimes possible. Le 11 septembre 2001, il y a eu 3000 morts. Et à Nice, on mesure la sauvagerie de cette action, puisque le terroriste qui, tout seul, a écrasé 66 personnes, savait très bien que parmi ces personnes, il y aurait énormément des familles qui étaient venues avec leurs enfants pour voir le feu d'artifice. Donc l'objectif, c'est de faire un massacre spectaculaire, un massacre traumatisant. On veut faire le plus de victimes possible. Et dans ces conditions, on peut se demander s'il est possible de terroriser les terroristes. Alors ce slogan « terroriser les terroristes » avait été utilisé par un ministre de l'Intérieur français dans les années 80, alors qu'il y avait eu en 1986, il y avait eu une vague d'attentats islamistes en France déjà, et le ministre de l'Intérieur de l'époque avait dit « nous allons terroriser les terroristes ». Et on peut se demander si quelqu'un qui commet des actes aussi violents et qui sait qu'il a de grandes chances de mourir lui-même, c'était le cas par exemple du conducteur du camion sur la promenade des Anglais à Nice, qui savent qu'ils ont une très grande chance de mourir eux-mêmes, on peut se demander si on peut les terroriser, s'il y a moyen de leur faire peur. En fait, on ne dissuade pas un terroriste. Très souvent d'ailleurs, le terroriste est dans une logique sacrificielle. C'est un fanatique qui veut mourir et qui veut faire un acte exceptionnel et spectaculaire pour sa mort, parce qu'il a le sentiment, il a la
la certitude qu'il défend sa religion en commettant cet acte-là. Et d'ailleurs, ce sont souvent ce qu'on appelle des attentats suicidaires. Donc, c'est très difficile d'empêcher un attentat terroriste. La logique de dissuasion ne fonctionne pas. La bombe atomique, là-dessus, la dissuasion nucléaire n'est absolument d'aucune utilité. Au contraire même, un terroriste voit comme un honneur le fait d'être tué à l'occasion de son attentat, que ce soit comme sanction ou pendant son attentat.